Parce qu'on peut être un riche, avoir le, je sais pas, acheter tout ce qu'on veut, mais pour nous, toi, tu n'as pas reçu si tu n'as pas reçu dans l'au-delà. Donc pour vous, docteur Arna, il s'agit d'inculquer aux enfants la notion de ces deux valeurs. Bien sûr, comme l'a si bien dit Sangaré, nous avons des écoles. Et nous avons des écoles laïques et nous avons des écoles madrasa. Mais nous avons vu les produits de ces deux écoles-là. Quelles leçons faut attirer? Alors, ces leçons nous amènent à la création des écoles confessionnelles islamiques aujourd'hui, qui sont en train de faire leur pas. C'est ce qu'il faut encourager. Et je voudrais mettre l'accent aussi sur ce qui a été dit. Je suis en partie d'accord que les mosquées doivent jouer un grand rôle. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a formé les compagnons. C'était pas des enfants. A formé les compagnons dans la mosquée. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. La mosquée est conçue des fidèles. Mais si les fidèles même n'ont pas confiance à la mosquée, les fidèles ne viennent pas à la mosquée, ils ne veulent pas que leurs enfants viennent à la mosquée, comment l'imam va les éduquer? Merci. Ça, c'est la question. Deuxième question, est-ce que l'éducation a une limite? Où on dit transmission des valeurs arrivées à cet âge-là, ça devrait s'arrêter. Parce que Mohammed alayhi salam a éduqué des sahaba, mais ce n'étaient pas des enfants, c'était des parents. Pour dire aujourd'hui, nous avons des parents eux-mêmes qui ont besoin d'être éduqués. Voilà, Cheikh Djibril Cissé au sein de sa mosquée. Lorsque les jeunes viennent manifester leur désir pour se marier, ils sont obligés de leur donner une formation avant de célébrer le mariage. Mais pourquoi ces formations? Tu vas trouver que la jeune fille ne sait pas, il ne connaît pas son rôle étant femme dans le foyer, et le monsieur aussi ne connaît pas son rôle étant l'homme dans le foyer. Si on les met ensemble, ça va donner quel résultat? Donc la formation doit être continue, mais il faut que les fidèles soient fidélisés à la mosquée. Merci beaucoup. On a besoin de ce type de contribution. Imam Mohamed Lamine, votre contribution, ce sera quoi les solutions, selon vous, en plus de ce qui a été dit en quelques minutes? Bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'étais venu pour écouter, m'instruire, me former. Je ne voulais pas parler. Mais quand j'écoutais les uns les autres, j'ai commencé à avoir la démangeaison sur la langue. Qu'Allah nous aide. Amen. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça sera mieux. Mais je voudrais dire que le thème qui nous a été proposé, qui a été proposé à nos réflexions, avec tous les développements, je trouve résumé dans un verset du Coran. Un verset très important. Je laisse le texte arabe. Je le lis en arabe, en français. C'est la sourate Taha, sourate 20, verset 132, où Allah nous dit, et incite, recommande à ta famille la salate, et sois assidu toi-même à la salate. Nous ne te demandons pas de la nourriture, c'est nous qui te nourrissons. La bonne fin appartient aux pieux. Tout se trouve résumé dans ce verset qu'il faut réfléchir. Il faut aller au-delà des mots. Si je prends le mot, par exemple, soit assidu à la salate, attention, c'est un terme générique. Il faut comprendre et puis aller au-delà de ça pour dire que c'est tous les éléments de la vie. Alors, je voudrais dire que j'ai été instituteur pendant 31 années. Je suis allé dans une région de la Côte d'Ivoire où on m'a envoyé dans un campement. C'était mon premier poste. Je ne voulais pas partir, mais l'inspecteur m'a dit, attention, je t'envoie en mission. Et puis j'arrive, on m'a fait dans une classe de CE2. J'ai 42 élèves. Sur les 42 élèves, la moitié lit à peine. L'autre moitié ne sait même pas lire. Je suis allé voir l'inspecteur. Il m'a dit, c'est pourquoi je vous ai envoyé là-bas. Change la situation. Au milieu d'une communauté analphabète, comment gérer cette situation? Comme le jeudi, on n'allait pas à l'école, j'ai pris ce jour-là
pour faire un petit programme avec ces enfants qui ne savaient pas lire. Et le 28 février 1978, l'inspecteur débarque chez moi. Quand il est arrivé, il dit, Monsieur Camara, il n'est pas l'heure, mais allons en classe. Appelle les enfants. Puis il m'a dit, bon, on va lire. C'est lui-même qui interrogeait les enfants. Tous les 42 enfants ont lu. Il m'a dit, mais où sont tes 21 enfants qui ne savent pas lire? J'ai dit, ils sont là. Il dit, Monsieur Camara, pour ton examen, là, tu es admis, je ne fais plus de contrôle, je m'en vais. Machallah, l'examen Qu'Allah nous aide. parfait. Amin. Qu'Allah nous aide. Amin. Alors, je dis ceci pour situer la responsabilité des enseignants. Ma propre fille, en classe de CE2, son maître m'envoie un message pour me dire que ma fille ne sait ni lire ni écrire. Le matin, je me déporte à l'école. Je vais le saluer. Je suis venu voir ma fille. Celle qui Mademoiselle Camara, je dis oui. Oui, j'ai reçu votre message. Alors, vous dites qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Il dit oui. Je dis, bon, je vous pose la question. Si vous étiez dans un campement, au milieu des paysans analphabètes, vous allez leur écrire pour leur dire que leurs enfants ne savent pas lire? Ils vont gérer ça comment, mon frère? Bien, est-ce que tu fais la leçon d'écriture? Parce que la leçon d'écriture, c'est une leçon à part entière. Il ne pouvait pas me répondre parce qu'il ne le fait pas. Je dis, bon, il faut apprendre à ma fille à écrire. Et puis le directeur de l'école est venu. Il m'a vu. Il dit, mais directeur, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, tu es venu gâter mon affaire. Qu'Allah nous aide. Amin, Rabbi. Je vais terminer par ceci. Il faut que les parents et les enseignants soient attentifs aux enfants. On m'a envoyé un enfant en classe de CM1. Ce qu'il écrit lui-même là, il ne peut pas lire. Mais il a écrit. Hein? Mais il a écrit. Il a écrit, mais il ne peut pas lire. Lui-même, il écrit, mais il ne peut pas lire. Je me suis mis donc à l'observer. Et je constatais que l'enfant a une très mauvaise audition et une très mauvaise vision. J'ai fait appel à son oncle. C'était l'enfant du préfet Beibro. L'oncle est venu. Je lui ai dit, bon, prends mon petit, va à l'hôpital. Ses oreilles là-bas, faire vérifier avec ses yeux. Il est parti la semaine suivante, il est revenu, me dit, Monsieur Camara, vous avez parfaitement raison. On a commencé à apporter les soins. Mais ce garçon, 2 ans après, a été le meilleur élève de notre école. Pourquoi? Parce que le problème qui constitue son handicap a été géré, soigné. Donc, si les enseignants ne sont pas attentifs, si les parents ne sont pas attentifs, on peut faire perdre un enfant, on peut susciter l'échec d'un enfant par un mal caché en lui qu'on n'a pas cherché à découvrir et intérieurement on sera responsable. Qu'Allah nous aide. On avait beaucoup à dire, mais le temps presse. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez dit beaucoup. Alors, la toute dernière intervention au nombre des contributeurs sera celle de Madame Nina Kaba. Alors, vous m'excuserez parce que ça a été donc une programmation mise en place. Juste après ça, on va venir, il y a une question là, il y a une question là, il y a une question là, et il y a beaucoup de questions qui vont venir, certainement. Nina Kaba, je pense pas, voilà. Elle va faire sa contribution succinctement, rapidement, en fonction de ce qu'elle a pu écouter, et puis naturellement, ses propositions. Allez-y. Merci. Salam alaikum. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis honorée de pouvoir prendre la parole ici aujourd'hui, surtout en face de cette auguste assemblée membre du panel. Tout a été dit. Je crois qu'en principe, on ne devrait pas encore prendre la parole, juste pour ajouter quelques petites choses que j'ai pu noter après les différentes interventions. J'ai fait le même constat que le professeur Vali Sidibé, mais je crois que peut-être que le
la conférence était plus à l'endroit des parents pour essayer de réfléchir et puis de définir des pistes de solutions et à partir desquelles peut-être qu'un plan d'action sera mis en place. En tout cas, c'est mon souhait. Donc, en ce moment-là, des actions pourront être faites à l'endroit des jeunes et des enfants. Donc, alors, moi, j'aimerais comme solution insister sur le fait qu'il faut privilégier les échanges avec les enfants. C'est très important de parler aux enfants. On l'a beaucoup dit ici, mais c'est important. Il faut les écouter pour savoir quels sont leurs rêves et aspirations. Parce que je suis dans un domaine, un secteur d'activité, je travaille à l'agence emploi jeunes et on reçoit beaucoup de jeunes à qui on pose des questions. Ils veulent faire des stages parce qu'ils ont suivi des études, ils ont un diplôme, mais ils vous disent, ils savent même pas ce qu'ils veulent faire. Ils ont un BTS en gestion des ressources humaines, mais ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils savent pas ce qu'ils veulent devenir dans la vie. Ils n'ont pas de projet professionnel. Donc, c'est important dès le bas âge, de changer avec eux pour identifier quelles sont leurs aspirations. Si je demande à mon fils aujourd'hui qu'est-ce qu'il veut devenir, il me dit, il peut vous répondre qu'il veut être cuisinier. En ce moment-là, vous avez encore l'opportunité, c'est pas méchant, hein, je stigmatise pas ce travail. On voit que les bons chefs cuisiniers vivent de leur métier, mais ça nous permet de recadrer un peu leurs aspirations parce qu'ils savent pas très bien ce que ça peut renfermer. Donc, il faut beaucoup échanger avec eux pour comprendre cela et pour pouvoir les aider, mettre tout en œuvre pour pouvoir les aider à atteindre ces rêves-là. Il faut leur expliquer qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont mises en place pour eux. Ils ont beaucoup de chance, les jeunes de maintenant, et ça, on le leur dit. Il y a quelques années, il n'y avait pas tous ces mécanismes qui existent. Le gouvernement fait beaucoup. La société civile, à travers les associations, les associations religieuses, il y a beaucoup d'opportunités. Même les réseaux sociaux, en réalité, sont une opportunité, mais qui sont mal utilisées. C'est-à-dire, normalement, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est tant décriée, ils ont la facilité de découvrir le monde en étant où ils sont. Il y a très longtemps en arrière, on n'avait pas cette opportunité. Et la plupart même des parents qui sont ici présents dans la salle avaient peut-être même des parents analphabètes. Mais quel est ce paradoxe-là qui fait que ceux qui avaient des parents analphabètes ont pu avoir une éducation, une très bonne éducation et ont pu atteindre leurs objectifs, réaliser leurs rêves. Alors que nous, les parents qui sommes actuellement des parents très diplômés, qui sont ouverts sur le monde, etc., nous n'arrivons pas à canaliser, encadrer nos enfants. C'est un gros paradoxe. Et il faut leur expliquer qu'on ne réussit pas. La réussite n'est pas innée. C'est pas par un coup de baguette magique. On réussit parce qu'on a travaillé. Donc, les modèles que nous montrons là sont pas forcément des bons modèles, mais il faut leur expliquer à l'enfant que c'est parce que je fais des efforts que je réussis. Donc, à mon avis, c'est important. Et la dernière proposition, faut éduquer les futurs parents à devenir parents. Parce que je pense que c'est un métier d'être parent. Donc, si on n'est pas préparé, c'est vrai qu'on prépare à être mari et femme, mais il faut préparer à être parent parce que ça renferme beaucoup de responsabilités, connaître les droits et les devoirs et comment savoir se comporter face aux enfants. Donc, c'est quelques contributions que je voulais faire. Je vous remercie. Merci infiniment à tous les contributeurs et contributrices. Désolé de vous avoir bousculé, hein, mais c'était pour gagner en temps. Alors, cher Aîné, si vous permettez, on passe à l'étape des questions. Et puis, parmi les participants, il y a aussi d'autres qui veulent faire des contributions encore. On va prioriser à la fois questions et quelques contributions. La question sera simple. Vous informez à qui adresser la question. Vous la posez. Comme on est nombreux, on va pas faire plus de 2 questions par personne, s'il vous plaît. C'est-à-dire au maximum 2 questions par personne. Okay, et puis, on adresse. Allez. On a une seule question. Ah oui, salam. Pas la question aux frères, c'est simplement ça. On parle D'accord. de notificatoire, en même temps de société déviante. Il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, c'est là, nos enfants de INEN sont allés concourir pour le brevet. C'est ça. Et ils ont refusé de tricher. Ils ont sorti, ils ont été hués. Moi, j'ai un fils qui a un examen. Je lui ai dit que tu peux sans tricher. Après mon vote, celui qui le viseur de la salle, il refuse. Demain, on le lui impose. Il me demande, mais pourquoi il fait comme moi? Il dit, non, non, tu vas, tu donnes rien. C'est contraire à nos valeurs. Mais dans la classe, tout le monde est obligé de cotiser. Si après, il sort, comment est-ce qu'on encadre? Les enfants de INEC sont venus huer là. Comment est-ce qu'après, on les a encadrés pour leur montrer que c'est sur la bonne voie? D'accord. Wa alaikum salam.
Alors, ce sera une liste de questions hein, qui sera enregistrée. Vous permettez, il y avait déjà des doigts quelque part là. Vous voyez que et le protocole m'impose et le comité, je viens vers vous tout à l'heure. Allez-y, maman, rapidement, en 1 minute. Salam alaikum à tous. Fofana Nabindou, travailleur social à la maison d'arrêt. Je dis merci au papa qui est intervenu. Franchement, c'est un cri. Ça dit que nous, musulmans, nous sommes dans l'humiliation. Quand nous parlons d'humiliation, les enfants, les détenus à la Maca, 90%, comme le papa l'a si bien dit, c'est des musulmans. Mais j'ai dit que tout le problème aujourd'hui, c'est l'environnement. L'environnement, la précarité. Parce que quand l'enfant n'a pas le minimum vital, il s'adonne à des pratiques pas possibles. Donc, nous interpellons la communauté musulmane, les imams. D'abord, il faut qu'on éduque même les parents. Les parents sont pas, excusez-moi, les parents sont pas bien éduqués.